A todos en Francia. Buenas tardes a todos en Francia y buenos días en México. Yo soy la doctora Nora Morales, soy de la UAM Coajimalpa, soy diseñadora y hoy les preparé una presentación para contestar estas preguntas. En realidad es algunos diagramas y cuestiones que he estado trabajando, pero voy a tratar de ser rápida porque tengo como 10 minutitos para propiciar el diálogo. Entonces, voy a continuar. Si me dejan compartir mi presentación, creo que no Sí, necesito sí, permiso. ya. Y bueno, muy bien. Eh, gracias. Déjenme, aquí está. Em, bueno, todos estamos viendo esta portada donde hay voy a tratar de ser un poco más lenta, un chita, porque creo que esta metáfora es buena para lo que está sucediendo hoy en cuestiones de diseño. Y bueno, pues agradecer a la Moframex por esta oportunidad de dialogar, de diálogos cruzados. El objetivo son estas dos preguntas: ¿qué retos está teniendo el diseño en el futuro? ¿Y cómo es que el diseño puede contribuir en esto de innovación tecnológica social y qué hay respecto a la transición en diseño? Y bueno, hay un capítulo del libro que les comparto donde yo hablo un poco de estos diálogos que he tenido con educadores y cómo podemos pensar la educación de diseño que pueda aportar en mundos de transición hacia lugares más equitativos, justos y sostenibles. Y bueno, esta liga se las hago llegar aquí abajo, pero si no le doy la presentación a Claudia para que la comparta y puedan leer este artículo en español. Y bueno, ya pensando un poco, yo soy diseñadora de información, entonces me gusta mucho hablar a través de los diagramas. Y lo que ha sucedido en la evolución de diseño en el mundo es que todo se ha complejizado. Eh, de hecho, manejo esta idea de Joan Redstrom, quien habla de tres aspectos de la complejidad que hablan del diseño, ¿no? Y si vemos en este esquema, la parte vertical es cómo el diseño se ha complejizado en el uso de sus funciones. Cada vez el diseño no es nada más diseñar un cartel, sino hasta diseñar un automóvil, ¿no? Asimismo, hemos tenido un incremento en la complejidad de los procesos porque incorpora grupos multidisciplinarios y múltiples sectores. Y por otro lado, también ha habido complejidad en los resultados que obtenemos, las cosas que hacemos o el producto que llamamos diseño. Y de alguna manera trata de que el diseñador tiene que tener ciertas competencias para poder llegar a cabo a estos tres complejidades, ¿no? Y por un lado se habla de entender el vínculo con las funciones y los sistemas. Por otro lado, hay procesos interdisciplinarios y ahora se habla de compartir el diseño o el proceso con otros, y los propios materiales y productos se han vuelto complejos y se habla ya no de productos en sí, sino de sistemas o de servicios. Cuando diseñamos programas académicos, tenemos que pensar un poco en dónde nos posicionamos. En mi caso, yo soy coordinadora del posgrado interdisciplinario y podemos estar hablando de programas centrados en una función en particular, como por ejemplo en México está la posibilidad de hacer un programa solo especializado en diseño de automotriz, ¿no? Y eso implica solamente diseñar un producto específico que serían los vehículos. Pero por otro lado, está este tipo de programas más abiertos que son concebidos como una trayectoria de esta complejidad, que todo se va complejizando conforme va avanzando. Y estos programas necesitan actualizarse constantemente porque, así como vieron en la portada el chita o el animal, el leopardo, van cambiando muy rápido, entonces tienen que actualizar constantemente. Y una de las ideas es que cómo es que el diseño enfrenta esta complejidad. Por un lado, el diseño
se plantea qué cosas son certeras en el mundo y por otro lado, la complejidad hace que el futuro sea incierto. Entonces, el diseño, desde mi punto de vista, es aprender a trabajar estos tres niveles de complejidad en un futuro que es incierto. Y bueno, esta es como la síntesis de esta parte. Se complejiza la función, se complejizan los procesos y se complejizan los resultados, y esto es un reto único para los diseñadores. Eh, Tomo esta perspectiva de un autor que se llama Buchanan, porque él habla de que esta dicotomía entre lo que es la actividad de diseño y la particularidad de la práctica nos hace evolucionar de un producto. Antes se hablaba de, pues no sé, voy a diseñar una mesa, a un proyecto, a un programa, o una estrategia, a una práctica, y finalmente se está hablando de cómo diseñamos dentro de un paradigma. El autor lo que nos dice es que nos preguntamos primero qué es diseño y hacemos objetos, pero ahora nos debemos de preguntar más qué significa hacer posibles acciones. Y esto se vuelve muy interesante porque el diseño posibilita cambios, o por lo menos eso es lo que Redstrom y yo creemos. Eh, Otra característica del diseño, y esto no lo podemos negar, es que se trabaja desde la condición humana y que el diseño siempre se mueve hacia órdenes superiores, más complejos, pero no se olvida del detalle, ¿no? Y aquí vamos a ver una imagen que me sorprendió porque realmente me asombra que la imagen, el objeto que ven ahí del lado derecho, son unos lentes que diseñaron los inuits, o sea que varias pues, civilizaciones tienen su propia manera de intervenir en el mundo, que es diseñar, y pues logran hacer inventos y desarrollos muy importantes. Y esto no se olvida de que hacen intervenciones o innovaciones, pero al mismo tiempo están tratando de cambiar su realidad. Voy a mostrarles otro diagrama, que es el de Elizabeth Sanders, que también explica de alguna manera cómo las distintas disciplinas emergentes de diseño se han ido a distintas escalas temporales. En este diagrama vemos que diseñar puede ser diseñar con, es decir, con otros actores, o diseñar para otros actores. Entonces, el centro del diagrama significa el mundo ya tal cual es, y el primer arco quiere decir el mundo real donde estamos, ¿no? Y hablamos de diseño de experiencias o user experience, diseño de servicios o intervenciones de diseño. Ese es el marco en donde nos estamos moviendo. El segundo arco es el del futuro inmediato, y se habla de un diseño crítico, de interacción corporizada y del diseño social. Y por último está el futuro lejano, que este es más difícil de incorporar en el diseño, pero ahí están los estudios de futuro, de perspectiva y el diseño de ficciones. Lo que nos dice Sanders aquí es que destaca ciertas prácticas del diseño que pueden ser novedosas en este mundo en el que vamos caminando. Y bueno, uno de ellos es el diseño de servicios, que involucra una planeación iterativa, o sea, que no es lineal, y la construcción de un sistema o la arquitectura o la estructura de algo para finalmente entregar un recurso que permite una especie de coreografía de una experiencia que se lleva a cabo por la persona. Y se habla también del diseño de la experiencia, pero normalmente los diseñadores somos un poco arrogantes al decir que diseñamos experiencias, porque en realidad la experiencia la completa el usuario final, el que va a tener ese servicio. Lo que me interesa en términos de academia es qué diseños se pueden hacer posibles, ¿no? Y esto implica una idea de la importancia de crear espacios conceptuales abiertos que puedan enfrentarse a esta complejidad.
Y para esto les traje otro diagrama de un mapeo de las barreras con las cuales nosotros nos podemos encontrar en cuanto a las disciplinas emergentes del diseño. Y cuando hablamos de gestionar la complejidad o de controlar esta complejidad, nosotros vemos que tenemos un área de producto y sistema donde pues, nos hemos estado moviendo los diseñadores en general con esta idea un poco más abstracta de un diseño sin apellidos. Y ahí está el diseño de servicios y demás. Pero conforme todo se va complejizando y tratamos de crear sistemas o incentivos, digamos, en política pública o en la ciudad a otra escala, tenemos que romper esta barrera de la coordinación y hablamos de cuestiones como arquitectura, urbanismo, diseño e innovación social, diseño sistémico. Y hay una parte también importante que es la barrera del futuro, porque finalmente todo lo que hacemos se proyecta y se emplea en una realidad futura. Entonces, la parte estratégica de un futuro cercano, hablamos de diseño de negocios, de planeación de diseño, o ya nos platicaron Mark más sobre prospectiva y el diseño estratégico. Y en el futuro distante está el diseño de futuros y ahí en el vértice entre las dos barreras está el diseño para la transición. Y bueno, hablando un poco de cómo para mí em, avanza el diseño de servicios a una innovación social, Ezio Mancini lo define como una constelación de iniciativas de diseño orientadas hacia que una innovación social sea posible, eficaz y duradera. Y señala que pues, se puede dar en distintos nichos o desde distintos lugares. Puede ser de arriba a abajo, impulsado por expertos o activistas políticos, o impulsado por comunidades locales, o de las dos maneras que generalmente es mucho más fácil que se logren este tipo de innovaciones. Voy a apurar un poquito. Y bueno, parte de esta transición socioecológica conlleva, cuando hablamos de transición socioecológica, ¿qué queremos decir? Bueno, por un lado es un proceso de cambio estructural, sistémico, y algo muy importante es que no es lineal. En todas las culturas y cada una lleva como su propio ritmo, pero hay un cambio o se enfrenta a valores, a una cultura que son valores convertidos, pero también paradigmas, cosmovisiones y discursos. Por otro lado, también hay un cambio en la estructura de las propias instituciones, organizaciones económicas y físicas, y un cambio en las prácticas, que son las rutinas, el comportamiento y los estilos de vida. Entonces, la transición conlleva estos aspectos. Eh, por un lado hay coevolución del cambio tecnológico, por otro lado también se atiene a la intervención de múltiples actores dentro de una complejidad, sectores públicos, privados, ONGs. Los procesos es muy importante considerar el largo plazo y estamos hablando de 40, 50 años, y esta reconfiguración de estructuras de un sistema, tanto instituciones y organización de la sociedad. Entonces, hablamos del diseño para las transiciones como una práctica emergente que reconoce que estamos viviendo en estos tiempos de transición, y su premisa central es que estas transiciones hacia futuros pueden ser catalizadas por medio del proceso de diseño, porque hemos aprendido a ampliarlo en distintos órdenes. La idea principal del diseño de la transición se trata de amplificar, no es tanto resolver problemas, sino incluir saberes y prácticas para desenmarañar el problema, pero entender que todo se debe dar al mismo tiempo en distintas escalas, desde una escala macro muy compleja, más global, a una meso, en donde se sitúa el régimen, y desde una micro que se centra en el individuo y las prácticas locales. Y voy a dirigirme a otro diagrama, que este ya es el último que voy a plantearles aquí para abrir el diálogo, y habla de cómo se ha estado enfocando estas distintas disciplinas del diseño o emergentes del diseño en una cuestión hacia
un futuro más ético, justo y sostenible. Y si se fijan en el primer cuadrante, a nivel producto, tenemos a varias, como el diseño verde, el ecodiseño, la biomímica, prácticas de diseño que están preocupadas por cuestiones económicas y de funcionalidad de la propia, y consideran parte del medio ambiente, pero sobre todo la sostenibilidad. Y de ese nivel de producto, sí hay también cierta preocupación por cuestiones éticas cuando hablamos de diseño para la base de la pirámide o diseño del comportamiento sostenible. Después pasamos al segundo cuadrante, donde hablamos del sistema producto-servicio, que ese es como también un lenguaje para integrar el resultado que tenemos. Podemos decir que es un producto, pero que se inserta dentro de un sistema. Y esa parte implica también un diseño sistémico de producto-servicio, pero en cuestiones de a base de la pirámide más social o sostenible. Y también se habla de hacerlo ecoeficiente. El nivel espacio social, que es el diseño para la sostenibilidad e innovación social, y se habla también de un diseño sistémico, porque retoma de los procesos vivos. Y el último encuadre es un nivel sistema sociotécnico, que ahí se habla de diseño para innovar en las transiciones del propio sistema. Y estos están relacionados porque alguno lleva o da la semillita para evolucionar a la siguiente práctica. Y bueno, lo que nosotros consideramos que puede ser interesante es que nos referimos al autor colombiano Arturo Escobar, que define al pluriverso como un mundo donde quepan muchos mundos, y creo que esta es una visión de lo que puede seguir o cómo podría el diseño enfrentar a estos problemas tan complejos y estas crisis tan distintas contextualmente de la transición, y es como un diseño que quepa en muchos diseños. Esta idea del diseño pluriversal o ontológico se puede reorientar más allá de la iniciativa del mercado, porque el diseño estaba muy centrado en el mercado y en el producto, y se ve al diseño y a los diseñadores como agentes de cambio de estas estructuras para diseñar o construir o co-crear nuevas formas de estar en el mundo. Y finalmente, la recuperación de saberes locales implica también invitar al proceso de diseño a otros y sobre todo los grupos marginados. Y termino con esto porque hemos estado trabajando con comuneros de bienes comunales forestales en iniciativas ecoturistas para entender cómo pueden ellos o cómo entienden ellos el desarrollo y cómo poder diseñar mejores experiencias que contacten a las personas con la naturaleza. Y bueno, este diseño pluriversal implica cuatro cosas con las que termino, ¿no? Uno es que el futuro es relacional y que tenemos que integrar en estas interacciones cuestiones naturales, sociales y técnicas de la vida. Por otro lado, entender a la práctica del diseño cómo responde a los diferentes matices de cada contexto. Esta visión ontológica contribuye también a ampliar filosofías y métodos desde la práctica, y la diversidad o la pluriversalidad proporciona una comprensión de estas cuestiones complejas que hemos estado viendo de manera muy rápida, de cómo producir realidades más plurales y formas de existencia donde se incluya a la naturaleza y el medio ambiente. Espero no haber sido tan rápida, y pues acá les dejo también parte de la bibliografía que estuve trabajando, y voy a dejar de compartir para abrir el diálogo. Muchas Listo. gracias, Nora. Donc, maintenant, on va donner la parole à Marc. Marc, la parole, c'est à toi. Donc, si tu veux projeter. On va donner la parole à Marc. Est-ce que tu veux projeter, Marc?
no sé si no podemos. Ah, yo creo que ya. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Euh, Est-ce que c'est bon? Oui, 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 c'est bon. Bon, Oui. bah, écoute, rebonjour à tous. Alors évidemment, je suis très heureux d'être là en même temps qu'un peu intimidé parce que mes slides n'ont pas l'élégance de ceux de Nora, à commencer par les logos, puisque je me suis contenté misérablement de reproduire ceux de mon université, de mon laboratoire. J'ai évidemment oublié la Muframex, j'ai oublié l'école des mines. Donc je suis véritablement honteux de la forme, mais je vous prie de bien vouloir m'en excuser malgré tout. Alors, est-ce que vous le voyez en plein écran? Voilà. Oui, maintenant c'est bon. C'est bon? Alors, euh, ces excuses préliminaires passées, j'ai essayé de répondre aux questions qui étaient posées de manière assez libre. Et à titre liminaire, avant toute chose, je dois préciser que les remarques qui suivent sont issues de travaux d'étudiants, notamment, qui ont travaillé sur la question des liens qui peuvent exister entre innovation et design, entre management et design. Car il faut que je l'avoue, eh bien, je ne suis pas designer de formation, je suis professeur en management. Je suis venu au design plus tard, auquel j'ai été formé eh bien, de manière très empirique, pas théorique, notamment grâce à Jenny, dans le cadre du master que nous essayons de mener et qui mêle les aspects d'ingénierie, de design et de management. Alors, sur quoi va porter l'intervention? Eh bien, tout simplement sur l'idée qu'il y a deux mondes, celui de l'innovation et du design, qui ont à l'évidence des traits communs. Et pourtant, ces deux mondes se sont très longtemps ignorés, aussi surprenant que ça puisse paraître, et il y a peut-être quelques raisons à cela. Nous verrons. Toutefois, actuellement, sous l'effet en particulier des questions de développement durable, de transition, on assiste à une forme de rapprochement au pas de charge, en tout cas extrêmement volumineux, de toutes les questions relatives au management. Alors, je précise que le management, c'est toute la science des organisations, et puis du design. Et les deux tendent aujourd'hui, dans une certaine mesure, à s'intégrer. Cependant, comme l'a suggéré Nora, ça soulève évidemment des défis, ça suppose que des conditions soient remplies. Voilà les éléments que l'on va voir les uns après les autres. Donc, tout d'abord, eh bien, les racines communes. Pourquoi y a-t-il tant de points communs entre design et innovation? Bien, regardons ce qu'est l'innovation. Alors, l'innovation, ça peut être un processus, ça n'est pas simple à décrire. Mais il existe un manuel, vous le savez, le manuel d'Oslo, qui va définir une innovation comme un nouveau produit ou un nouveau procédé qui va s'adresser à un type particulier de cible, un client, une organisation. Ça veut donc dire qu'une innovation eh bien, va impliquer donc une nouveauté, et une nouveauté qui va devoir être diffusée, qui va devoir être utilisée. Ça n'est pas juste une invention qui sera dépourvue
de tout support social. Et donc, ça a eu des conséquences extrêmement importantes de considérer l'innovation en matière de management, parce que la nouveauté qui s'adresse à une cible, eh bien, a des implications en matière concurrentielle. En effet, les entreprises se livrent en concurrence parce qu'elles se ressemblent. La ressemblance entre les entreprises est l'un des problèmes fondamentaux qui génèrent la concurrence. Or, une innovation, c'est une nouveauté. Et dès lors qu'on a une nouveauté, la ressemblance entre ce que propose l'entreprise innovante et ses concurrents, eh bien, cette concurrence va diminuer. Cela explique qu'on a eu une multitude de productions académiques dans le domaine du management, des ouvrages, des manuels à n'en plus finir sur le management de l'innovation. Ça explique pourquoi les politiques en parlent tant, y compris dans le cadre des entreprises. Et vous avez, eh bien, en illustration, la couverture d'un ouvrage célèbre et de grande qualité. Donc, le management de l'innovation, c'est un sujet qui est évidemment extrêmement chaud dans le monde des entreprises. Et puis, on l'a dit, il y a le design. Alors, le design, ça n'est pas simple à définir, Nora l'a dit, mais le design va au moins impliquer une activité de conception, d'amélioration de produits ou de services selon une logique, eh bien, de problem solving orientée vers des usagers, vers des utilisateurs. Et si le design implique cela, eh bien, on voit qu'à nouveau, le design va impliquer, comme l'innovation, une nouveauté, une prise en compte des usages, avec en plus un aspect un peu plus génératif, créatif, qui va supposer une activité qui ne corresponde pas à ce qui existe déjà. Et le design, de fait, est un excellent candidat également pour transformer les produits et répondre aux attentes des consommateurs. En illustration, vous avez un espèce de schéma qui a été réalisé par des chercheurs en tourisme qui ont interrogé des hôteliers, des hôtels, des gérants d'entreprises touristiques pendant la période du Covid pour essayer de voir ce qui était le plus important pour les clients. Et à partir de ces besoins du client, eh bien, il était suggéré de procéder à une conception des services de tourisme en période Covid d'une certaine manière. Donc, on le voit, quand même, le design, lui, est aussi un excellent candidat pour faire des produits nouveaux, des services nouveaux et même les adapter très vite, comme dans le domaine du Covid. Alors, puisque on a l'impression qu'on parle presque de la même chose, eh bien, cependant, on doit constater que design et management de l'innovation n'ont pas été totalement unis, et même ils sont restés très longtemps séparés. Alors, pourquoi? Alors, il y a sans doute différentes on n'a pas toutes les... D'accord, je m'aperçois qu'on n'a pas tous les slides. Bon. Pourquoi? Bien, d'une part, il faut voir que le management de l'innovation, côté management, c'est construit comme une science sociale presque pure. Elle a cherché en particulier à évacuer toute la dimension technique pour essayer de prouver que les questions de management étaient irréductibles aux questions techniques. Ce faisant, elle a un peu trop vite évacué la gestion, toute la dimension technique et en particulier tout ce qui est de l'ordre du prototypage. Si vous prenez un manuel d'innovation, de gestion de l'innovation, vous constaterez qu'il y a à peine quelques sections, ça vous paraîtra incroyable, sur le prototypage. Côté design, eh bien, on a la difficulté de la définition, qui est extrêmement variée. Des auteurs ont fait remarquer, et je vous en cite un dans un encadré, eh bien, qu'il y avait assez peu d'études systématiques, peu d'études quantitatives qui auraient permis la généralisation des savoirs en matière de design. Des auteurs en management, à leur tour, font remarquer que les techniques de design, eh bien, ne sont pas toujours faciles à utiliser par les managers. En particulier, il y a des limites à l'empathie. Les problèmes d'un décideur d'entreprise, d'un chef d'entreprise ne sont pas exactement ceux de ses clients.
Et par ailleurs, les techniques de design produisent des données foisonnantes qui peuvent conduire à des surcharges cognitives, c'est-à-dire que tout n'est pas facilement digeste pour prendre des décisions. Et donc, on a un écart qui a duré pendant des années et sur lequel, d'ailleurs, des études en design se sont exprimées au point qu'on a abouti à des représentations sociales qui choquent parfois les designers. En effet, vous avez des études qui montrent qu'auprès du grand public, la profession de designer est l'une de celles qui est les moins connues. Et lorsqu'elle est connue, les gens tendent à l'associer au stylisme. Et ce phénomène est peut-être malheureusement marqué en Europe plus que sur le continent américain, ce qui accrédite cette idée d'un décalage entre le vieux continent et peut-être la France par rapport aux États-Unis. C'est une enquête dont j'ai pu lire le résumé, mais que je n'ai pas pu trouver dans le détail, dans la mesure où elle était payante, qui indique qu'aux États-Unis, 60% des entreprises indiquent avoir réussi leur recrutement de designers, alors qu'en France, seulement 27% des entreprises estiment avoir réussi ce recrutement. Nous avons donc probablement des difficultés en France dans la formation, dans la représentation des designers. Pour autant, et c'est le troisième temps de mon propos, c'est le temps de l'espoir, les choses changent, comme l'a dit Nora, de manière extrêmement rapide. Tout d'abord, depuis un certain temps, les designers et les chercheurs en management sont capables davantage de situer le design au sein d'un processus de conception de produits ou de services. Vous avez sur le slide une illustration un petit peu classique de la manière dont se déroule un développement de produit, avec en amont des phases qui seront plutôt des phases de conception, de recherche et développement, au milieu plutôt des phases de production, et en aval, tout ce qui concernera la commercialisation. Eh bien, des chercheurs que vous connaissez certainement, eh bien, ont posé l'hypothèse que les designers vont surtout intervenir dans les phases amont, au niveau de la conception, et que leur rôle s'amenuisera, en tout cas leur intervention plutôt, s'amenuisera au fur et à mesure qu'on ira vers des phases de production, de commercialisation. S'ils interviennent surtout en amont, cela ne veut pas dire qu'ils ne créent de la valeur qu'en amont. Et ça, c'est véritablement visible au travers de ce qu'aujourd'hui, on attend des designers. Alors, en effet, il commence à y avoir des études, et vous voyez en encadré une étude de 2018 qui a tout simplement demandé à des entreprises ce qu'elles attendaient de la part de designers qu'elles recrutaient. Et vous avez des grandes familles de compétences qui émergent. La première famille, c'est évidemment une série de compétences qui est centrée sur l'élaboration de l'artefact, la capacité à écouter, à concevoir, à avoir des savoir-faire techniques, etc. Mais vous avez aussi d'autres compétences qui sont désormais explicitement formulées par les entreprises. Eh bien, vous avez les compétences intégrées dans les routines organisationnelles, c'est-à-dire, c'est le deuxième point, c'est-à-dire que le designer doit être capable de travailler en équipe, d'écouter, de retranscrire les contraintes d'ingénieurs, de marketeurs au niveau de la conception. Voilà pourquoi il intervient en amont, mais il se préoccupe de l'ensemble du processus. Et une troisième famille de compétences qui va relever quasiment de la vision stratégique, Nora en a parlé, qui est véritablement d'envisager l'environnement, la capacité à percevoir l'analyse concurrentielle, c'est-à-dire que font les entreprises, quelles sont les tendances dans le monde, les contraintes qui émergent de manière globale. Et le designer est censé faire tout cela. Donc, pour toutes ces raisons, on a là la preuve, la trace que
le design à l'intérieur des entreprises va s'étendre. On attend plus de designers et les designers auront une intervention plus large. En effet, traditionnellement, les designers travaillaient dans des entreprises un peu sous la supervision d'architectes ou d'ingénieurs. Désormais, ils acquièrent davantage d'autonomie. Et les chercheurs qui travaillent sur cette question ont l'air de suggérer que les questions de transition, de soutenabilité participent à cette autonomisation du designer dans les entreprises, c'est-à-dire que l'ingénieur n'est plus le seul maître à bord. Alors, pourquoi le designer aurait-il des attributions de plus en plus larges en raison des questions d'éco-conception, de soutenabilité, de développement vert? Eh bien, pour reprendre le schéma qu'a évoqué Nora, les nouvelles attributions vont correspondre tout simplement à une extension des problèmes auxquels le designer va avoir à faire face. Alors, dans ce schéma que Nora avait présenté, qui, si je ne dis pas de bêtises, est tiré de Adams 2016 et qui a été repris dans l'article qui est cité en encadré, eh bien, vous avez deux axes qui sont horizontaux et verticaux, mais qui vont tout simplement représenter l'extension du champ de vision. Vous avez la technologie ou le côté humain et le côté insulaire ou le côté systémique. Les petits carrés qui sont en bas à gauche témoignent de quelque chose à la fois très isolé et technologique. Et plus les carrés grossissent, plus on a quelque chose qui mélange l'humain et la technologie, et plus on a quelque chose étendu sur le plan social qui fait intervenir beaucoup de monde. Et précisément, le designer est parfaitement armé pour synthétiser, pour travailler selon les inspirations des différentes parties prenantes, mieux que ne l'est peut-être l'ingénieur ou le manager classique. Je passe évidemment sur le détail de peut-être de l'éco-conception, le produit-service ou le design social innovation, et tout simplement les mentions de types de problèmes auxquels ont affaire les designers qui vont par périmètre croissant. C'est-à-dire l'éco-conception, si l'on se cantonne à un produit, c'est un périmètre restreint. L'ingénieur pourrait presque le gérer avec un designer, tandis qu'avec plus un périmètre davantage étendu, il est plus difficile pour les intervenants traditionnels de l'entreprise de gérer ces problèmes seuls. Le dernier point qui va témoigner de ce nouveau rôle du designer, c'est qu'on l'a dit, il va prendre de plus en plus d'importance, et on trouve aujourd'hui, pas beaucoup, quelques articles scientifiques qui vont indiquer que les stratèges d'entreprise devraient utiliser les compétences des designers et en particulier le design thinking. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratégie d'entreprise? La stratégie d'entreprise, c'est considéré comme étant les grands choix que va faire une organisation. Traditionnellement, il s'agit donc du domaine réservé de la direction générale. C'est une direction qui va décider si une entreprise va plutôt essayer d'être internationale, nationale, si elle va nouer des alliances, pas nouer des alliances, si elle va essayer d'être plutôt de haute technologie ou de moyenne technologie. En résumé, tous ces grands choix qui sont faits par les entreprises relèvent de ce qu'on appelle la stratégie. Et l'un des problèmes de la stratégie, c'est évidemment de prendre des décisions qui sont extrêmement complexes. Traditionnellement, on avait eu envie de prendre ces décisions comme des décisions d'ingénierie, de calculer, d'essayer d'estimer les futurs possibles, de regarder combien on allait gagner d'argent dans chacune des branches de l'alternative et de retenir le choix
qui allait permettre, si c'est une entreprise évidemment, de réaliser le maximum de profit, si possible cela avec des calculs financiers pour déterminer son choix. Eh bien, les choses sont un petit peu en train de changer, notamment parce qu'on s'est aperçu que la méthode purement déductive appliquée à la stratégie d'entreprise procurait des résultats qui n'étaient pas très bons et qui pouvaient être mitigés. Et vous trouvez aujourd'hui, et vous le voyez cité en encadré, dans une revue de management, California Management Review, c'est une revue extrêmement connue, eh bien, des auteurs d'écoles de gestion qui préconisent d'utiliser le design thinking pour essayer d'effectuer ces choix fondamentaux des organisations. Alors, il n'est pas question de rentrer dans le détail du schéma qui est tiré de l'article, mais vous pouvez comprendre à l'esprit, les auteurs considèrent que ce qu'il y a de très important dans ces méthodes de design, c'est qu'elles vont en quelque sorte permettre aux gens d'échanger, qu'elles vont permettre aux personnes de générer plus facilement de la connaissance, qu'elles vont stimuler la réflexion et que ça n'est pas un problème purement hypothético-déductif, mais qu'il va y avoir quelque chose de plus génératif, de davantage construit. Et les méthodes sont faites pour cela. Et l'une de nos étudiantes, et Jenny était là, nous a indiqué qu'aujourd'hui, dans des sociétés cotées, il y avait des designers qui occupaient le poste de designer stratégique et qui donc contribuaient à fixer les grandes orientations des entreprises. Donc, la conclusion de tout ça, de dire est-ce qu'on a des entreprises avec la transition ou en transition? En tout cas, véritablement, il y a quelques années, j'enseignais le management de l'innovation, on ne parlait presque pas du design. Cette époque est révolue, le rapprochement s'effectue, il pourra s'accélérer, on l'a vu, si les études en design passent à un cap de production de savoir systématique, peut-être avec des études statistiques davantage quantitatives, en tout cas, pas que cela, mais ça fait partie du processus, et que probablement du côté du management, eh bien, la transition, ces problèmes extrêmement complexes qu'on ne peut pas résoudre avec un raisonnement déductif de management classique, vont continuer à accroître la place du design. Bien évidemment, donc il y a une place en cela pour les formations. Alors peut-être que la France est un petit peu en retard, Jenny réagira, mais à notre échelle, nous essayons de le faire et pourquoi pas une place pour un design des transitions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Marc et merci Nora pour ces cours exposés, les cours exposés que vous avez faits. Je vous dis vraiment merci. En tout cas, pour moi, ça éclaire pas mal de choses, moi que je ne suis pas designer. Et donc, je vais laisser discuter entre vous et aussi si parmi les gens qui sont là ont des questions, poser des questions. On voit bien quand même qu'il y a comme deux tendances, une qui est très dirigée aux entreprises et une autre qui est très dirigée vers la population. Je n'ose pas dire communauté parce qu'il y a une connotation différente en France, mais plutôt vers la population. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres ne prennent pas en compte les aspects sociaux et de l'autre côté, on ne prend pas en compte la partie de production et productivité. Mais il me semble très, très intéressant. Donc, je laisse s'il y a d'abord des questions dans les publics ou s'il y a des réactions entre vous. Et Jenny, effectivement, réagir. J'invite à réagir tout le monde. Donc, s'il y a une question, la parole, c'est au public. Bon. Sinon, bon, voilà, vous pouvez réagir entre vous.
nadie del público. ¿Alguien del público? Bueno, yo quiero comentar algo. Gracias, Mark, por tu presentación. Creo que sí fue muy interesante esta idea de que introduces del prototipado, ¿no? De conformar un prototipado desde varios sectores. Y aquí, hablando también del mundo de las empresas y los negocios, pero también sucede en la innovación social, ¿qué lugar ocupa la política? Porque tanto los ingenieros, administradores y diseñadores no se nos forma en cuestión política, ¿no? Y creo que ese es un tendón de Aquiles por aplicar esta metáfora. Entonces, si quieres ampliar un poco al respecto. Yo quisiera también dentro de esa gama de preguntas, bueno, la voy a hacer ya en español y en francés. Hay algo que a mí me llama la atención y es que ambos dicen, bueno, el designer está enfrentado a la cuestión del desarrollo sostenible, pero también a las transiciones. Tiene que ser una persona abierta a otras disciplinas, tiene que tener en cuenta la multiescalaridad, o sea, las varias escalas. Y, y yo me hacía la pregunta, yo decía, pero finalmente no son solamente los designers que están, digamos, haciendo frente a esa demanda social y política y técnica. Entonces, ¿en qué el designer es, cómo diría yo, cómo sería la pregunta? ¿Cuál es la característica que identificaría dentro de esa necesidad, yo diría global, al designer? Donc, je vais le faire très rapidement en français aussi. C'est toutes les deux, d'une façon ou d'une autre, ils se sont dit, bon voilà, aujourd'hui, les designers, elle est face aux défis de développement durable, à la question de la transition, à la question de travailler avec d'autres disciplines, avoir une vision systémique. Et en vous écoutant, je me disais, il y a une autre chose que vous dites tous les deux à votre façon. Donc, c'est une personne qui oriente la décision, qui aide à la décision, qui est stratégique. Mais finalement, sur la question, sur les premières questions, presque toutes les professions font face au même défi. Donc, quelle est vraiment la spécificité d'un designer face à ces défis plutôt globaux? Global. Voilà. Merci. Tú primero, Mark. Oui, pardon. Alors, il y avait deux questions, donc sur la dimension politique et puis sur la place des designers. Alors, typiquement, la dimension politique, si on parle d'intervention de la puissance publique, des États, des gouvernements, des collectivités territoriales, est quelque chose qui est assez bien étudié en management de l'innovation et notamment en économie de l'innovation au travers de tout ce qui est programme d'aide. Depuis les années 60-70, les économistes, les auteurs en management de l'innovation étudient de manière assez fine l'impact des soutiens ou de l'absence de soutien des gouvernements, des municipalités, etc., sur l'innovation. Et on sait aujourd'hui que c'est un facteur absolument central. Les États-Unis sont le pays au monde où le financement public de l'innovation est le plus élevé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de capitaux privés, mais on s'est aperçu dans les années 90 que le financement par les agences gouvernementales était encore plus élevé que dans les autres pays. Et
aujourd'hui, on est absolument certain que le soutien par les acteurs publics est fondamental, alors non seulement en argent, mais également en dispositifs. Ces dispositifs, certains leur ont donné le nom de dispositifs nationaux d'innovation. Un dispositif national d'innovation, c'est l'ensemble des systèmes, des incitations, des mesures qu'ils ont mises en place dans un pays pour favoriser l'innovation. Il y a d'abord le système juridique, les droits de propriété intellectuelle. Même la Chine a dû modifier son système de brevets. Il y a ensuite, évidemment, la stabilité. La stabilité, l'abondance du capital est quelque chose de fondamental. Les priorités du pays. Tel pays va mettre l'accent sur la santé, et donc ce sont les entreprises en santé qui vont davantage se développer, et etc., etc. Et donc les pays essaient de mettre en place eh bien, des mesures, des systèmes pour que les organisations innovent plus facilement. Aujourd'hui, c'est assez bien connu. On sait qu'il faut que les universités, les gouvernements et les entreprises superposent leurs activités, prennent le relais les unes des autres pour que des projets d'innovation, pas seulement privés, mais également publics, soient diffusés. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, qui est assez bien connu, et ça renvoie ensuite à la deuxième question sur la place des designers. C'est assez bien connu parce que on a constaté dans les années 80 ou 90 l'échec de grandes innovations, alors en France, mais je pense qu'on en trouverait partout dans le monde, d'innovations qui avaient été conçues par des ingénieurs à l'ancienne, qui considéraient que parce qu'ils avaient trouvé une solution technique à un problème technique, tout le monde accepterait l'innovation. Et on avait même assisté, et ce sont des sociologues et des historiens qui ont reconstitué ces histoires, on a même assisté à des incompréhensions durables où les ingénieurs ne comprenaient pas pourquoi des inventions géniales, et il y en avait qui l'étaient, puisque je crois qu'on avait trouvé des kits photovoltaïques déjà dans les années 80, on pouvait faire de l'énergie solaire, mais qui n'arrivaient pas à se vendre, simplement parce que les ingénieurs avaient dit c'est génial, achetez-le, point, sans se préoccuper de la réception, de l'acceptation, en un mot, du design. Et il faut voir que les ingénieurs, en tout cas des années 80, mais Jenny me reprendra, eh bien, étaient tout simplement totalement focalisés sur la technique. L'avantage du designer est d'être focalisé sur l'empathie. D'abord, essayer de comprendre ce que veut la personne pour convaincre. Un élément absolument fondamental du processus d'innovation, aujourd'hui on le sait bien, c'est tout à fait proverbial, eh bien c'est l'acceptation, c'est la séduction. Il faut que les personnes soient séduites et ce n'est pas tellement la qualité intrinsèque du produit. Et l'erreur originelle qu'on avait commise dans les années 80 était de considérer que la perfection technique d'un produit suffisait, mais ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, même les ingénieurs se sont mis au design avec cette dimension d'écoute, d'empathie. Et le but avoué, évidemment, est de comprendre le consommateur, je dirais, bon, pour le séduire, pour le subjuguer. Voilà la réponse un petit peu du manager aux deux questions qui ont été soulevées. A ti, Nora. Sé que hay una pregunta en el público. Responde las dos primeras preguntas y después le damos la palabra a Daniel. ¿Te parece? Entonces a ti la palabra, Nora. Muchas gracias. Sí, ahora te doy la palabra, Daniel. Pues parte de la cuestión política es algo que
hay que ir aprendiendo porque se relaciona con los poderes, ¿no? Y cuando uno trata de entender todos estos saberes, se une a lo que decía Mark, la capacidad de ser empático y ponerse en el lugar del otro. Pero, pero esta capacidad no se aprende, o sea, en el propio diseño hay diseñadores novatos y diseñadores expertos. Y con la experiencia, cuando tú realmente vives el proceso de diseño, es cuando logras ir a órdenes superiores. Entonces, no podemos pedir a un estudiante de diseño, de administración, urbanista, novato, que realice cuestiones innovadoras a una escala superior, porque está la parte que tiene que dominar la técnica para poder después entender o ponerse en el lugar de otro. Y no es fácil porque, como pudieron haber visto en mi presentación, la emergencia de tantas disciplinas con distintos apellidos no logra, confunde al estudiante, ¿no? Como voy a diseñar un servicio si apenas puedo, no sé, tener las cuestiones digitales bajo mi idea, ¿no? Entonces creo que es una cuestión que desborda a la educación del diseño hoy en día, tener tantos matices de disciplinas, unas más centradas en la función de algo y otras mucho más abiertas, que ocasiona cierta tensión a los propios estudiantes, que no los educadores a veces decimos, no, queremos innovar socialmente, pero ni nosotros sabemos cómo. Entonces, una de las ideas que he estado como pensando mucho es en el estudiante como un facilitador de cambio. Y esto implica que tengas mucha investigación acerca de estos métodos empáticos, de lo que presenta o quiere la persona, y una vez que los estás construyendo, porque algo complejo, descomponer esa complejidad lleva mucho tiempo. Entonces, a veces los diseñadores no somos muy claros y prometemos una solución a un problema, y ahí en el diseño para la transición no se habla de soluciones, se habla de acupunturas que tienen que ocurrir al mismo tiempo en varios niveles del sistema para poder cambiar e incorporar el largo plazo. Pero todos los negocios quieren el cambio ahora y hoy. Y es por eso que creo que el design thinking, que es una manera de transitar por el pensamiento intuitivo, deductivo y abductivo, llevar a la persona en este proceso requiere de cambios mucho más grandes y de periodos de tiempo largos donde dejes el diseño y veas cómo puedas cambiarlo. Y esto representa un problema en la cultura de la rapidez que vivimos el día de hoy, porque ningún gobierno que yo conozco está esperando y analizando y reflexionando con tiempo la situación, sino estamos reaccionando a todo lo que viene en este cambio tan vertiginoso. Quizá la mayor virtud de un diseñador es, creo yo, la capacidad de configurar el mundo físico con un prototipo. Y ese prototipo nunca va a ser la solución, sino simplemente es una manera de volver a construir algo en el futuro junto con otros. Entonces, para mí el prototipado es la esencia del diseñador y el saber situarse como un facilitador de este cambio. Y bueno, pues ahora veamos qué nos comenta Daniel. Adelante, Daniel. Bueno, hola, buenos días. Em, bueno, de antemano, pues muchísimas gracias por esta participación. Em, y creo que incluso ya están respondiendo la pregunta que me surgió durante sus presentaciones. Creo que ya algo, algo de alguna manera ya nos estás diciendo, Nora. Yo voy a dar un poquito de contexto, espero no alargarme mucho. Yo pertenezco al posgrado integral de Ciencias Administrativas en la UAM Iztapalapa. Ahí estoy haciendo una investigación postdoctoral con un grupo pues, de profesores, investigadores de ese grupo. Em, pero principalmente trabajo en facultades realmente de diseño, de artes, bueno, etcétera,
Doy realmente clases a artistas principalmente y lo que investigo son organizaciones creativas, más que todo en la música y en el cine, el teatro, pero he estado trabajando en el diseño también durante mucho tiempo, incluso en la UAM Azcapotzalco he llevado esta información más administrativa, por decirlo así, para mí más organizacional, más desde los estudios organizacionales a estos espacios. Y siento que como artistas, diseñadores, entendemos mejor, pues, como que apropiamos la administración muy rápido y le damos una nueva visión y creo que eso es como la gran ventaja de las organizaciones creativas, que podemos innovar justamente desde nuestra postura, valga la redundancia, creativa. Y por eso podemos llevar estas herramientas administrativas a un nivel, pues para mí, mucho más interesante. Ahora bien, cuando llevo esta información a la administración es cuando se complejiza el asunto, ¿no? Enseñarle este tipo de habilidades creativas más que la técnica, como estabas mencionando, Nora, em, realmente es más como la parte, no quiero decir teórica, pero sí como nuestra perspectiva de acercarnos a la creatividad, justamente eso de aplicar el design thinking, etcétera. Entonces, cuando lo llevas a estudiantes de administración, siente una complejidad para que apropien estos conceptos y eventualmente, cuando sean, pues trabajen, cuando ya estén aplicando la técnica, pues la lleven a las organizaciones, justamente. Entonces, estando dentro del PICA, dentro del posgrado de Ciencias Administrativas, pues uno de mis intentos es enseñar también pues habilidades creativas en estos estudiantes. Entonces, pues me surgió durante las dos presentaciones pues la pregunta de cómo enseñarle a los administradores la posibilidad de usar el diseño para la innovación organizacional y al mismo tiempo la importancia de entender el diseño, de entender estas clasificaciones de diseño que nos dieron hoy para que se acerquen un poquito más a nuestro mundo y pues usen este tipo de herramientas que para mí son muy válidas, muy necesarias en el mundo empresarial y que quizás no se están teniendo tanto en cuenta. Entonces, pues bueno, espero haber sido claro con mi pregunta y pues creo que además ya la están respondiendo. Gracias. Gracias por ahí. Hay otra pregunta. Tianisa, tu as une question, si tu peux la poser maintenant. Tian, Oui, oui, oui. voilà. Bonsoir à tous. Et d'entrée de jeu, je voulais dire que il fut un plaisir pour moi de prendre part à cette formation. J'avoue, hein, à ma grande honte, que la question de design, c'est la première fois que j'attends des présentations ou des enseignants approfondir la question de design, mais à un moment donné, j'ai perdu un peu la connexion. Et donc, je voulais d'entrée de jeu préciser que je suis de la Côte d'Ivoire et enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara. Dans les deux présentations, l'aspect que je voulais comprendre véritablement, c'est quelle peut être l'articulation entre le design et la question du développement durable. Voilà. J'ai entendu parler, mais à un moment donné, j'ai perdu la connexion. Je n'ai pas trop bien suivi cette partie-là. Donc, je voulais vraiment des détails là-dessus, si possible, hein, pour pouvoir davantage comprendre. Voilà. Quelle peut être l'articulation entre le design et puis la question du développement durable? Comme l'a abordé, je crois bien que c'est Marc qui a abordé la question. Merci. Marc, à toi la parole. Et après, Nola, si tu veux compléter après.
Oui, vous voulez que je réagisse? Oui, oui, si tu Je- veux, je- hein. Bon, c'est pas du tout. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un parlait, je ne sais pas si j'avais le son ou pas. Euh, Merci pour vos questions. Donc, une première question portait sur eh bien, la dimension administrative jointe au design. Alors, il y avait peut-être une double question. Dans quelle mesure les designers peuvent-ils être formés aux questions administratives? Et puis, dans quelle mesure les managers, les administrateurs peuvent-ils être formés au design? Alors, j'ai surtout fait la première, mais ai constaté effectivement un petit défi culturel dans les deux cas. Lorsqu'on est ici des designers aux questions administratives et managériales, notamment à la finance, il y a souvent une réaction de recul vis-à-vis de la matière, le fait que on tombe cette fois-ci dans quelque chose de purement analytique, il faut faire des calculs, calculer les coûts, savoir combien va coûter un produit. Et évidemment, Jenny et moi, dans le master, et bien sûr, ce n'est pas nous qui faisons ces cours-là, formons des designers à un petit peu de finance, mais on remarque qu'ils ne sont pas très à l'aise avec ça. Mais évidemment, comprendre le langage de la comptabilité et de la finance, c'est évidemment fondamental pour travailler un petit peu dans les entreprises. Mais l'inverse est aussi vrai. Les managers formés à une tradition analytique ont au début un petit peu de mal avec les méthodes de design thinking. Ils cherchent la solution. Et souvent, à la fin de l'exercice, ils nous demandent s'ils ont trouvé la bonne solution. Et de manière donc assez surprenante, on se retrouve à essayer de leur expliquer que la solution dans ce cas, dans le cas du design, eh bien, va être échafaudée, construite. Et donc ça, c'est un petit peu les défis, mais aussi l'intérêt pour essayer de faire découvrir un peu les nouvelles cultures aux designers et aux managers. Bon, ça répond très partiellement, hein, pas très bien, mais à la première question. Et puis, il y a la deuxième question sur la place du design dans le développement durable. Alors, on s'aperçoit que le designer détient des compétences qui vont permettre de répondre à certaines préoccupations de développement durable. Il y a des beaux exemples qui sont donnés. Comment augmenter la durabilité, ne serait-ce que des produits? L'un de ces moyens-là, c'est par exemple d'augmenter l'attachement émotionnel d'un individu à un objet afin d'augmenter la durée de vie d'un objet. Si l'on est davantage attaché émotionnellement à ses vêtements, eh bien, on en changera moins souvent. Qui est capable de comprendre le lien émotionnel entre un objet tel que les vêtements et le porteur de ces vêtements? C'est fondamentalement le spécialiste du lien empathique eh bien, qu'est le designer. Un manager aura du mal avec ce genre de questions. Il n'est pas formé à essayer de comprendre quelle est la nature d'un lien émotionnel qu'a une personne avec un objet. Ceci d'autant plus que si la personne conserve les objets plus longtemps, il va gagner moins d'argent. Et donc, le manager, avec sa pensée analytique et financière, a des difficultés à se positionner sur certaines questions de développement durable. Le designer, qui est peut-être moins financier et plus orienté vers l'empathie, aura plus, par exemple, de facilité pour cet exemple-là, mais on pourrait le multiplier. Il y a des très beaux articles qui prennent les uns après les autres, là où les designers peuvent intervenir, mais on pourrait multiplier les exemples où le designer est avantagé par ses compétences pour permettre la durabilité des produits en particulier.
Voilà pour la deuxième question. Alors, j'ai répondu que très partiellement, mais Nora ou Jenny ou... voilà. Gracias, Mark. Ya se nos acaba un poco el tiempo, pero sí, de acuerdo con Daniel. Sí, como que siempre en el diseño pensamos que estas técnicas o heurísticas que te ayudan a transitar el tipo de pensamiento más abductivo, o sea, de relacionar algo que no tenía nada que ver con otra cosa en su lugar, resultan un tanto más fáciles para artistas, pero no necesariamente quiere decir que traigan con ello la innovación. Para mí la innovación, esta denominación del insight es como mucho más profunda, porque cuando te has metido profundamente a algo, al problema, a entender la causa raíz de algo, no tanto lo que quieren las personas o cómo agradar o motivar a las personas, sino qué es lo que causa un problema complejo, siempre es contextual. Entonces, es muy difícil que personas, puede ser un cliente, no nada más, personas que sean más racionales y lógicas y que centren la cuestión en la cuestión económica, es difícil como sacarlas de su zona de contexto normal, de control, donde están a gusto y ponerlas a pensar en algo que no tiene nada que ver con otro, encontrar las conexiones. Entonces, para mí la definición de insight es algo que surge, imaginemos como el mar, y tú nadas hacia el fondo y el insight surge, pero nunca va a surgir si no llegas a la profundidad. Entonces, a veces estas técnicas pueden parecer banales y a través de mucha práctica es cuando empiezas a ver estos insights y de muchos proyectos. Entonces no es fácil, pero creo que a partir de los casos, el caso de estudio puede ser una manera de comunicar los éxitos de diseño, pero tiene que haber muchos casos de estudio y no generalizar porque cada problema tiene su complejidad. Y respecto a lo que decía, tiene pues esta evolución del diseño que en el artículo marcan, describen muy bien, pues es como la práctica de diseño empieza a voltear a ver al medio ambiente como un elemento extra del que hay que fijarse. Y bueno, este medio ambiente, más que algo que existe entre la práctica humana y nosotros podemos simplemente tomar el recurso que obtenemos del territorio, empieza a ser algo que es casi tan importante como o más importante que el usuario en sí. Y ahí el diseño lo que hace es tratar de decir, bueno, pues esta dotación de la naturaleza no es nada más para nosotros, sino la tenemos que cuidar y tenemos que regenerar. Y pues ni siquiera el diseño puede encontrar una solución a esto. Tiene que ser algo multiescalar en el que tampoco hay mucho tiempo. Entonces, la sostenibilidad también se ha criticado porque dicta una normatividad que a veces no resulta lógica dentro de un mundo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en donde yo estoy trabajando, que es una comunidad de pueblos originarios, pues la sostenibilidad tiene otro significado muy distinto y no se alinea a la cosmovisión de esta cultura que siempre han vivido en el bosque y siempre han vivido desde el bosque. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente les quitan el bosque, el gobierno les quita el bosque y pues ellos se encuentran sin nada y hay que volver a crear estos lazos y aquí es donde creo que el diseño de la transición entra, ¿no? Más allá de una estrategia, es entender que el volver a crear lazos con la tierra, por lo menos en el contexto donde yo estoy trabajando, requiere algo más allá de una eficiencia de recursos o de repensar qué significa el bosque para ellos. Y ahí nos podemos quedar mucho tiempo porque no es lo mismo lo que significa el bosque para la comunidad con la que trabajo que para mí como diseñadora y académica. Y encontrar
esa causa raíz de las cosas, es como casi filosófico. Yo siento que el diseño se está metiendo a cuestiones filosóficas que desbordan a la propia capacidad de la disciplina y te llevan a encontrar una cierta resonancia en el mundo en que vivimos y que es muy compleja y que entendemos como una puntita de un iceberg, ¿no? Pero sí hay una inercia que nos jala, por lo menos desde la disciplina del diseño, a esas cuestiones regenerativas. Y pues bueno, esas serían mis dos respuestas y creo que le doy la palabra a Claudia porque creo que ya estamos Ya vamos a finalizando. terminar. bien. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour cette exposé sur les designs qui vraiment ouvre les perspectives. Surtout que la façon que vous le présentez tous les deux, c'est clair. On a besoin de designers. Et je crois ils vont avoir la place de plus en plus dans les décors sociaux, politiques et effectivement d'entreprise. Et bon, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Nous allons faire effectivement une autre dialogue croisé sur la question des designs qui aura lieu très certainement, si tout va bien, en novembre de cette année. Entre-temps, nous allons continuer à avoir ces dialogues, pas seulement sur les différentes perspectives, mais aussi sur différents contextes, parce qu'ici, en fait, on écoute aujourd'hui donc Nora, qui est designer mais et au Mexique, une réalité de Mexique, tandis que Marc, c'est donc, comme il a exposé, des managements dans les designs, mais dans une réalité française. Qu'on va continuer dans ces échanges et ça sera d'autres collègues de la même faculté de Nora et de Marc qui vont intervenir en novembre. Merci à tous. Donc, il y aura les présentations qui seront sur le site de la Mouframex et aussi sur le réseau de l'IRN et ainsi que l'enregistrement de la présentation. Merci à tous. Bonne soirée à certains qui sont Muchas gracias. de ces côtés et buenos días, me imagino, a los mexicanos y a los que están en otros lugares. Muchas gracias. Hasta luego. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.